direct. Alors, je te dis quand c'est bon. Ouais, vas-y. Après, il faut que je fasse l'enregistrement en fait. Là, c'est en train de lancer. Tac. Et c'est parti. Bonsoir à tous. Désolé pour ce contretemps, ce souci technique. Christelle était sans voix. Voilà, bonsoir Christelle. Pour une fois. Donc, on va tout reprendre en fait pour les personnes qui nous suivaient au début et qui n'ont pas pu profiter de tes réponses. Donc, Christelle, tu as commencé en tant que libraire pendant 25 ans. Et C'était puis, pas ça la première question. La première question, c'était il fallait que je me présente. mais tu vas te présenter comme ça, c'est pas grave. Du coup, tu as commencé à écrire pour la lettre de Dargaud au début des années 90. Oui. Ça, si tu veux reprendre donc la chronologie de notre parcours, c'est ça. On a commencé à la fin, vers 93. Ouais. 94, j'étais libraire du côté de Versailles. Et avec Bertrand, déjà, on lisait beaucoup de bandes dessinées. On lisait la lettre de Dargaud, qui était un petit magazine, bulletin d'information sur la bande dessinée, tous éditeurs confondus, qui était distribué en librairie. Et puis, le directeur éditorial de Dargaud fréquentait la librairie où je travaillais. J'ai eu un peu le toupet de lui proposer de collaborer. Après tout, pourquoi pas se faire plaisir. Et puis, contre toute attente, il a dit oui. Donc, on était vraiment absolument novices. Avec une interview de Jean Giraud pour commencer. Bah, tant qu'à faire, pourquoi se priver, hein? Je l'avais déjà rencontré par le passé et c'était chouette. C'était chouette. Je crois que c'était au moment de Arizona Love. Oh non, bien avant. Oh, je sais plus. Et donc, oui, on a commencé très fort par une interview de Jean Giraud. On a appris le métier comme ça sur le tas. Tous les 2 mois, on rencontrait 2-3 auteurs différents. On se faisait plaisir, on choisissait à chaque fois les auteurs dont on aimait le travail. C'était vraiment de très, très chouettes rencontres. Et voilà, à force de tournicoter comme ça autour du pot, un jour, on nous a proposé de travailler pour des BD, de faire des interviews un peu plus longues et puis de faire un numéro spécial consacré à Rabaté. Là, c'était vraiment un travail d'une 60aine de pages, donc c'était une autre dimension. Voilà, puis progressivement, on a pris nos aises. On a commencé un livre sur Yvan Delporte. Pareil, on avait déjà rencontré Jean Giraud, les plus grands auteurs, etc. Pourquoi se priver? Donc, Yvan Delporte, c'était un personnage fascinant. On avait envie d'en savoir un peu plus sur lui. On avait envie de s'amuser. Il a dit oui. Donc, on est parti dans cette aventure. Et je te la fais longue ou je te la fais courte? Je ne te coupe pas. Si tu as des choses à dire, dis-les. Nous sommes toutes oui. Mais moi, je peux tenir très longtemps comme ça, tu sais. Et voilà, entre-temps, Régis Loisel, qu'on avait déjà rencontré à de multiples rencontres, occasions, avait eu le Grand Prix à Angoulême. Dargaud voulait faire un livre sur la quête de l'oiseau du temps. Et Régis, qui aime bien donner sa chance à des petits jeunes, parce qu'on était jeunes en ce temps-là, il s'est dit, eux, peut-être qu'ils s'investiraient bien et qu'ils sont plutôt sympas. Donc, allons-y. Dargaud a dit d'accord. On n'était pas des inconnus pour eux non plus, puisqu'on travaillait pour la lettre depuis une dizaine d'années déjà. Mmh. Voilà, c'est comme ça qu'on a démarré. Après, on ne s'est plus jamais arrêté. Voilà. Et en fait, vous travaillez la plupart du temps à 2. Mais par contre, si je ne dis pas de bêtises, Loisel dans l'ombre de Peter Pan, tu l'as fait toute seule. Oui, j'ai fait ce livre-là toute seule. Le précédent, sur la quête de l'oiseau du temps, c'était un livre choral avec plein de monde qui parlait. On avait fait des entretiens avec Bertrand. C'était une atmosphère particulière qui collait bien au sujet parce que la quête de l'oiseau du temps, c'était beaucoup une histoire d'amitié. L'histoire de Le Tendre et Loisel, c'était vraiment une histoire d'amitié, de rencontre. L'atelier Bergame avec Lacasse, avec Caffin, avec Michel Rouge, avec tout un univers.
Et Peter Pan, c'était autre chose. C'était un sujet beaucoup plus intimiste. Et pour avoir pas mal jusque-là interviewé Régis, je savais que voilà, il se prêterait bien au jeu de ce type d'interview. Et je pense que le résultat s'en ressent, c'est-à-dire qu'on n'était que tous les deux en face à face. Il a joué le jeu à fond des questions, parfois un peu de l'introspection. Je lui posais des questions un peu compliquées parce que moi j'avais c'était très curieuse de savoir plein de choses. Et il est allé assez loin dans le sujet. Et c'est un livre que j'aime bien, même si je trouve il y a des choses que je referais autrement aujourd'hui, mais en tout cas, il y a un ton, il y a un univers qui était vraiment adapté à l'œuvre de Peter Pan, qu'il n'a pas fait par hasard. Il l'a fait parce que c'était un sujet qui résonnait en lui, c'était intime, et on a fait un livre intime. Voilà. Et après, c'était comment dire, une parenthèse, puisqu'après, on a continué, Bertrand et moi, à travailler ensemble. Bien sûr, sur la véritable histoire de Spirou, entre autres, avec les 2 volumes. Est-ce qu'on a enchaîné direct? Mais je non, ne sais pas, mais en tout cas, ce sont deux titres quand même assez emblématiques. Ouais. Oui, c'est notre cathédrale en Saint-Doux. C'est comme ça que je l'ai défini. C'est-à-dire que ça a un côté dérisoire. On est quand même sur un sujet extrêmement pointu auquel on a apporté le plus de sérieux, d'énergie possible. Ça a un peu quelque chose de, comment dire, de désespéré ou d'artisanal, voilà, comme si on faisait une tour Eiffel en allumettes. Enfin, nous, on l'a fait dans cet esprit-là, voilà, avec beaucoup de soin, beaucoup de passion, de méticulosité, et c'est les autres qui en ont fait ce qu'il est. Mais voilà. En fait, l'univers, il faut faire attention, hein, parce que moi, je peux faire les questions et les réponses. Hein, c'est quand même mon métier. Non, il y a quelque chose que je voudrais savoir. C'est oui. pour tous les livres que vous écrivez, c'est l'éditeur qui vous demande d'écrire ce livre, ou est-ce que c'est vous qui amenez parfois des sujets, des demandes, enfin des envies en fait Non. Oui, c'est nous qui avons cette chance-là d'être assez autonome dans le choix, indépendant dans le choix des sujets. On propose, l'éditeur dispose. Je sais que la véritable histoire de Spirou, est née un peu par hasard. On venait de faire le livre sur Yvan Delporte chez Dupuis. C'est un souvenir assez ému pour moi. Et Dupuis avait organisé une journée presse pour la sortie au CBBD à Bruxelles. Et à un moment du déjeuner, Sergio Honoré nous a dit, bon, sur quoi on va vous mettre maintenant? Nous, on n'avait pas pensé qu'il pouvait y avoir une suite. Donc, il m'a un petit peu prise au dépourvu. Je crois que j'ai dû ouvrir de grands yeux. Je le revois encore face à moi avec sa chemise blanche. Et du coup, avec Bertrand, on s'est dit, mais quelle chance, peut-être qu'on pourrait continuer cette aventure. Donc, on a réfléchi, et c'est Bertrand qui a eu l'idée de l'histoire du journal de Spirou, parce que c'était, enfin pas du journal de Spirou, du personnage de Spirou, parce que c'était un sujet à tiroir qui nous permettait d'aborder la naissance du journal et l'évolution du journal, la naissance et l'évolution des éditions Dupuis, le parcours des grands auteurs qui ont animé Spirou. Entre-temps, on a trouvé plein d'autres sujets à aborder, comme la naissance du métier de scénariste, l'évolution du métier de dessinateur, la professionnalisation du métier d'auteur. Autant de sujets qu'on décortique et qu'on développe au fur et à mesure. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on s'est spécialisé dans l'histoire du journal. Je vais montrer votre bibliographie. Ça se représente, enfin, c'est la photo que tu m'as envoyée avec la pile de livres. Voilà, assez impressionnante. Ça s'appelle la pile des vanités. C'est à chaque fois qu'on sort un nouveau livre, il va directement sur cette pile.
Et si je Voilà. me trompe pas, il y a Soda qui est juste au-dessus, qui veille Ouais, bien sur cette pile. un beau tirage de luxe fait par les éditions Black and White. Ouais, avec une préface qu'on a faite. Ouais. Mais il y a plein de. Il y a quoi? Il y a Olivier Rameau, il y a Buddy Langouet, il y a Yvan Delporte, je dis ça de mémoire. Il y a tout ça. Il y a Valardi, Tiffé Tondu, Lucky Luke. Ouais, on s'est fait plaisir. Hein. Alors, il y a Ouais. une question de Tristan. Alors, a priori, il y aura un problème avec enfin, quel est le problème avec l'intégrale Lucky Luke? Il y a un problème avec l'intégrale Lucky Luke? A priori. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, non. Bon, désolée, je ne peux pas en parler. Mais ça va. On travaille sur la suite. Hein. On travaille sur la suite. Il y a encore plein de belles choses à raconter qu'on vous racontera un jour, c'est promis. N'hésitez pas, hein, comme Tristan, à nous poser les questions. J'ai les copains de la Ribambule qui me les font suivre, comme ils m'ont fait suivre le problème de son. Ouais. Est-ce que ça lui convient, Tristan, la réponse que j'ai pu donner sur Lucky Luke? Voilà, Tristan, n'hésite pas à nous tenir au Je suis courant. désolée, j'ai un peu botté en touche, hein, mais Bientôt une réponse en librairie, on l'espère. oui, oui. Du coup, moi, je voudrais rebondir sur les différents ouvrages que vous écrivez. Alors, il y en a une certaine partie avec malheureusement des auteurs qui nous ont quittés et d'autres comme le dernier avec Willy Lambille ou avec Philippe Franck aussi Franck, qui vient de sortir. ouais, ils sont bien vivants, C'est les un deux. aspect du travail qui est différent, mais c'est aussi ça qui est intéressant dans votre travail, c'est de varier un petit peu Alors, la façon en d'aborder fait, le travail. Comment? on a une telle frustration quand on travaille sur la véritable histoire de Spirou, par exemple, où la plupart des auteurs, des témoins, des acteurs ne sont plus là. C'est une grande frustration parce qu'il y a un nombre infini de questions qui restent sans réponse. Et quand on travaille avec Philippe Franck ou avec Willy Lambille, du coup, on se fait vraiment plaisir parce qu'ils sont là, on peut leur poser toutes les questions qui viennent à l'esprit. On s'investit à fond parce que pour nous, voilà, c'est une vraie récréation et un plaisir de pouvoir aborder tous les sujets sans qu'il reste de zone d'ombre. En tout cas, s'il en reste, on sait qu'on est allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait. Voilà. Mais non, c'est un plaisir. Et puis, c'est à chaque fois des rencontres et des relations toujours singulières parce que là, ils sont Philippe Franck et Willy Lambille n'ont pas le même parcours du tout. Ils ne sont pas de la même génération. Ils n'ont pas le même état d'esprit, pas la même approche du métier de dessinateur. Il y en a un qui est très, très instinctif et il y en a un qui l'est, mais qui a une propension à l'introspection dans son travail qui est assez phénoménale, donc qui après coup est capable de tout théoriser. Et il s'agit de Philippe Franck, vous l'avez compris. Et c'est un vrai plaisir pour le coup, c'est une leçon de dessin. C'était un peu d'ailleurs T'as vu, tu me poses une question, je suis partie pour un quart d'heure. C'était un peu le sujet d'ailleurs, le concept de ces livres, c'était un peu reprendre le principe de comment on devient créateur de bande dessinée, le fameux livre avec Gégé Franquin, et que Philippe Franck explique comment aujourd'hui on fait et on crée une bande dessinée. Voilà. Et ça doit quand même être assez impressionnant malgré tout pour les autres ouvrages d'avoir accès à tant d'archives. Parce que par exemple pour Willy Lambille, j'imagine bien, vu ce qui est relaté dans le livre, que vous avez eu accès à tout ce qui concernait Dupuis quand il était au début. Enfin, vous lui apprenez des choses en fait, enfin qu'il a oublié avec le temps et c'est des choses assez pointues. Mais ça, c'est des choses qu'on n'a pas. C'est une espèce de culture de l'histoire du journal et des éditions Dupuis qu'on a accumulé au fil de nos différents travaux. La véritable histoire de Spirou, toutes les préfaces des intégrales qu'on a pu faire, Spirou, Lucky Luke,
Valardy, etc. À chaque fois, on acquiert des connaissances, on cherche toujours à aller plus loin que ce qu'on sait au moment où on commence le travail. Et donc, on apporte toujours des pierres à l'édifice. Et quand on a commencé les entretiens avec Willy, ben, on était riche de tout ça. On avait suffisamment de recul sur la maison d'édition pour pouvoir mener une conversation avec lui sur ce sujet et échanger, et en même temps nourrir la conversation de tout ça. C'est important quand on interviewe quelqu'un de connaître ce sujet. Et là, avec Willy, on était l'un comme l'autre, enfin lui comme nous, en tout cas, on était dans un terrain extrêmement connu, qui nous était très très familier, et c'était vraiment très très plaisant. Voilà, il parlait de gens que lui avait connus, que on n'avait pas eu cette chance de connaître, qu'il faisait revivre devant nous. C'était presque une manière détournée de faire un entretien pour la véritable histoire de Spirou avec lui. Quand on rencontre des auteurs pour la véritable histoire de Spirou, on balaye avec eux toute leur carrière, on leur pose plein de questions un peu dans tous les sens, à la fois sur le fonctionnement de la maison, sur leur relation avec l'éditeur, le rédac-chef, la façon dont ils ont pu réussir à placer un personnage ou pas. Et donc, avec Willy, c'était un peu ça. Simultanément, en même temps qu'on faisait ce livre, on accumulait de la matière, de la connaissance pour alimenter la véritable histoire de Spirou, le tome 3. Et c'est vrai, c'est vraiment quelque chose que je constate aujourd'hui, puisqu'on a quand même repris les recherches sur la véritable histoire de Spirou. Et notre réflexion, elle est riche de tous nos échanges avec Lambile, qui sont dans ce bouquin. Justement, c'est la partie suivante de notre entretien. Il me semble que, enfin, j'en suis même certain, Willy Lambile, c'est un ouvrage qu'il attendait de longue date. Et oui. Parce que vous avez, enfin, il y a eu 3 ans et il y a eu des aléas qui ont fait que c'est paru plus tardivement que ce qui était prévu. Comment? C'est pas qu'il l'attendait de longue date, parce que quand on le lui a proposé. C'est le contenu aussi. Oui, oui, mais quand on le lui a proposé, il ne pensait pas qu'un jour quelqu'un ferait un livre comme ça sur lui. Donc c'est vraiment, c'est nous qui sommes allés le voir et qui lui avons proposé cela. Il a dit oui tout de suite, contre toute attente. Il a s'est un petit peu posé la question sur mais ça va intéresser qui? Et on lui a répondu mais ça c'est pas ton problème, c'est le nôtre. Et très rapidement il a joué le jeu. On s'est rencontrés de façon régulière, une fois par mois, on déjeunait ensemble, on parlait beaucoup, on enregistrait peu, on en faisait 2 heures d'enregistrement à chaque rencontre. Ça s'est distillé dans le temps. Entre-temps, on a eu d'autres propositions qui nécessitaient un investissement immédiat. Je pense au livre sur l'art de Roba, par exemple, qui nous a demandé presque un an de travail. Donc forcément, on a un peu ralenti le rythme avec Lambile. Entre-temps, lui, il attendait. Mais on l'a fait, ce livre. On est content. Et lui aussi. Lui aussi. Oui. C'est quelque chose d'important, surtout pour lui qui a 84 ans aujourd'hui. C'est un livre qui pose sa vie, qui est un retour sur son parcours, sur sa carrière, sur ses sentiments aussi. C'est étonnant de voir à quel point il s'est livré, sans tomber dans l'indécence, hein, mais il a vraiment évoqué ses doutes, ses questionnements, ses regrets, ses tristesses. Il y avait des moments assez forts. Mais non, c'est un livre qui... voilà, on est tous les 3 très très heureux de l'avoir fait. Et il y a eu... on le voit en fait dans l'ouvrage, il y a eu des échanges en fait. Comme je disais tout à l'heure, il y avait des passages qu'il avait occultés et que vous l'avez
rappelé, et lui vous a appris pas mal. Enfin, en même temps, c'est le but de l'entretien, mais il vous a appris aussi énormément de choses. Et c'est ça Oui, qui c'est une rencontre enrichissante des deux côtés. ouais. Oui, c'est ça. On était dans une conversation, dans une vraie conversation. Il avait plein de choses à nous dire. On a pu prendre le temps de l'aider à nous les dire. Et c'était à la fois nos questions l'emmener sur des terrains, des questionnements qu'il n'avait sans doute plus eu depuis quelques décennies ou qu'il a. Donc, ça mettait parfois un peu de temps pour trouver la bonne formule, le mot juste ou l'idée juste en tout cas. Mais c'était une chance de prendre notre temps. Ça, c'est un facteur qui est essentiel quand on fait ce genre de livre. Parfois, on nous presse un peu, on pense que c'est un livre qui peut se faire rapidement. Voilà, on se rencontre, on passe 2 jours ensemble et on fait un livre de 200 pages. Ça, c'est possible quand on est face à Philippe Franck, qui lui a une pensée extrêmement construite. Il sait exactement ce qu'il veut, là où il veut aller. Il est très cartésien avec une capacité d'expression très très claire. Donc oui, avec Philippe Franck, on peut faire un livre avec une rencontre très dense, très 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 dense de 3 jours. Il faut un peu plus que 3 jours après pour en faire le livre, mais en tout cas, la rencontre elle-même a duré sur 3 jours pleins. Mais avec Willy Lambil, non, il faut du temps. Il faut vraiment prendre son temps. Il faut parler de 1000 autres choses pour sortir l'idée qui va être bouleversante, Je sais qu'il y a des questions qui sont venues par après sur les regrets, sur des sujets auxquels on n'aurait sans doute pas pensé si on avait fait ce livre en 3 jours. Voilà. Donc ça, c'est essentiel. Prendre le temps. Alors c'est vrai que voilà, pour lui, c'était un peu long, 3 ans, pour nous aussi. Mais c'est ça qui fait la différence. Et pareil pour la véritable histoire de Spirou, parce qu'il y en a qui trépignent, qui nous disent « Mais quand sort la véritable histoire de Spirou ?» Mais c'est tellement... les informations, elles arrivent tellement par hasard. On va avoir des questions Ah oui. tout à l'heure. Là, il y en a quelques-unes qui arrivent. Il y en a une à ce sujet-là. On va y revenir dans les questions diverses dans la 4e partie de l'entretien. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire, on sent dans l'entretien, enfin dans les entretiens avec Willy Lambil, que vous l'avez titillé à certains moments, que ça ressemblait un petit peu à un petit jeu entre vous et c'était assez drôle. Est-ce que tu l'as ressenti comme ça ou... Titiller, un peu taquiner, tu veux dire? Ouais, voilà. Mais oui, mais Lambil, il faut le taquiner, il adore ça. Si tu taquines pas Lambil, tu passes à côté de tout. Non, au contraire, c'est drôle parce que il se pose 1000 questions, il a 1000 inquiétudes, des centaines de doutes, mais avec un esprit d'autodérision qui est assez fort. J'ai le souvenir d'un jour où il grognait parce que personne ne l'appelait, et puis le téléphone sonne juste à ce moment-là, donc on lui dit « tu vois, le téléphone sonne, tu vois, on pense à toi ». Et quand il revient, il nous annonce un peu dépité que c'était un faux numéro. Évidemment, on a éclaté de rire et il a ri de lui-même tellement c'était drôle. Voilà. On ne pouvait pas passer à côté de ça avec Willy quand il dit que Cauvin est très pessimiste et qu'on lui dit mais alors finalement de vous deux ça serait toi le plus optimiste, et il répond avec un humour très très froid, il dit oh non, je n'irai quand même pas jusque là. Voilà, évidemment on a beaucoup ri de ça, mais non, c'est ce qui rend on est avec Willy, on est sur plusieurs gammes d'émotions. On est sur l'humour, on est sur les regrets, on est sur le plaisir, sur la passion. C'est vraiment un auteur qui est dans l'émotion.
Et c'est vrai que les entretiens qu'on a eus avec lui, ils étaient sur toutes ces gammes-là. On a eu un spectre très très large, c'était chouette, vraiment très chouette. D'accord. Et ma dernière question sur cet ouvrage-là, est-ce que, pas pour celui-là ou pour d'autres, mais est-ce que vous avez, Ouais. vous donnez des indications sur comment illustrer l'ouvrage, ou est-ce que vraiment vous donnez juste les textes et après il y a un graphiste qui s'occupe d'embellir l'ensemble? Alors, on travaille depuis 10 ans avec Philippe Guelmetti, qui est un graphiste indépendant qui travaille beaucoup pour les éditions Dupuis. C'est lui qui a mis au point toute la charte graphique pour le patrimoine et pour la collection Air Libre, qui travaille aussi pour Dargaud Benelux sur la collection de Blake et Mortimer. C'est un grand professionnel et nous, on fournit l'iconographie. Elle est organisée, on sait ce qu'on veut montrer, on sait ce qui est... on connaît la hiérarchie des documents dans leur intérêt historique. Et lui, il arrive avec ça, il donne sa forme au livre. Et l'iconographie, après, le choix iconographique, c'est une discussion entre nous, c'est un équilibre entre les documents qui sont sexy et visuellement sexy, et ceux qui ont un intérêt historique, documentaire, etc. Voilà, donc après, souvent il a le dernier mot parce qu'il est graphiste et c'est quand même son métier, il en sait plus que nous sur le sujet. Voilà, ça se conçoit comme ça. C'est lui qui donne souvent la forme au livre. C'est lui par exemple, le livre sur Robin, c'est lui qui a organisé l'alternance entre les cahiers graphiques et les chapitres de texte. C'est lui qui conçoit l'ouvrage dans sa globalité. C'est pour le livre sur Largo Winch, où là, il a travaillé tout à fait différemment. Et il a fait un travail assez remarquable qui était très, très, très ardu parce que le livre sur Largo Winch a une particularité, c'est que c'est un seul entretien. Il n'y a pas de chapitre. Ça commence la première page et ça se termine à la deuxième. Il n'y a aucun chapitrage. C'est une conversation ininterrompue, comme on l'a eu quasiment à la virgule près de nos entretiens sur 3 jours. On a commencé vraiment par la première question, on a terminé par la dernière. Du coup, l'iconographie, elle était beaucoup plus aléatoire, elle était beaucoup plus subtile. Et il a joué avec le texte et les images, fait entrer le texte en résonance avec les images de façon assez prodigieuse. Voilà. On lui a fait confiance et il a fait un travail remarquable. D'accord. Donc, du coup, on est passé directement à la troisième partie. Tu parles de cet ouvrage de Largo Winch. Là, on diffuse un petit diaporama des images que tu m'as envoyées. Je profite, voilà. L'album en vrai qui est sorti récemment. Oui, voilà. 14 octobre. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc une grosse actualité hein, de votre côté parce que il y a Largo Winch, Lambil, Natacha et un quatrième, je crois. Valardi. Voilà. Mais oui, et les contes de Noël. Et oui. On va y revenir après. Ouais. Mais en fait, c'est l'effet confinement, puisqu'il y a des livres qui étaient prévus au premier semestre. Il y avait premier semestre, il y avait le livre sur Lambil, il y avait le Nemo de Franck P. aussi, qu'on a édité. Il y avait aussi, je regarde la pile, hein, mais voilà, c'était. Du coup, toutes les sorties ont été concentrées sur le deuxième semestre là, et c'est vrai que ça fait beaucoup, hein. Mais oui, ça fait des beaux ouvrages à offrir à Noël, ça. Ouais. Ah oui, bonne idée. Hein, très bonne idée. D'accord. Ouais, très très bonne idée. Du coup, est-ce que tu veux nous dire autre chose sur l'album de Philippe Franck ou est-ce qu'on passe directement au conte de Noël? Eh bien, en fait, moi, sur Philippe Franck, ce que j'aurais envie de dire, c'est que c'est une proposition qui nous a été faite par José Louis Bocquet, son éditeur chez Dupuis.
qui voulait un livre d'entretien sur le travail de Philippe Franck. On a fait un bond dans le temps dans l'histoire des éditions Dupuis avec ce livre-là, parce que nous, là, bien souvent, on raconte l'histoire des éditions Dupuis, mais ça s'arrête aux années 60. Glissement, on évolue vers les années 70. Mais là, on a carrément fait un bond dans le temps. On est passé dans les années 2000, voire 2020, puisque c'est encore une série en cours. Et ça, c'était vraiment, vraiment chouette pour les raisons que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un auteur qui est vivant, chouette, qui pouvait satisfaire entièrement notre curiosité. Et puis surtout, c'est une approche vraiment très différente de celle auquel on est confronté habituellement. Vraiment quelque chose de très construit, de très scientifique. Il est passionnant. Voilà, il est passionnant. C'est un homme étonnant. Je raconte dans la préface que la première rencontre qu'on a faite avec lui, c'était une grande présentation. Ça se passait dans une brasserie parisienne, très très chic. Lui était avec un complet noir sombre avec une petite pochette, très 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 élégant. Son épouse aussi, Françoise, était magnifique. Donc c'était très très impressionnant. Nous étions impressionnés. Et à un moment de la conversation, il a sorti un morceau de pain de sa poche. Et il a croqué dedans. Il était 16h30, 17h. Et c'était tellement inattendu que je l'ai observé du coin de l'œil. Sa femme a ri, lui demandant mais d'où tu sors ce morceau de pain, tellement c'était étonnant. Et il a eu cette réponse que j'ai trouvée magnifique. Il a dit c'était un reste de midi, je n'allais quand même pas le jeter. Et j'ai trouvé le contraste tellement étonnant, tellement fort, que là je me suis dit quel homme. Il y a plein de choses à découvrir sur lui. Il y a l'apparence, il y a l'image, il y a le dessinateur de Largo Winch, mais il y a aussi Philippe Franck qui est derrière. Et ça vaut le détour. Et du coup, les 3 jours d'entretien qu'on a eu avec lui, moi, j'avais sans cesse ça en tête, c'est-à-dire qu'on était face à un homme qui, habillé d'un très élégant costume, était capable de sortir un morceau de pain de sa poche. Voilà. Donc voilà, on s'accroche à ça parfois pour cerner le personnage. D'accord. Alors, on passe au... Histoire, non ? Oui, comment ? Jolie histoire. Bien sûr. Ah, ça fait une anecdote, hein. C'est clair que, tu vois, tu l'as vécu et tu la partages avec nous ce soir. Oui, surtout que lui, il avait oublié. Donc, quand je leur ai rappelé cette anecdote, voilà, ils étaient vraiment très, 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 très étonnés, très amusés que ça m'ait marqué à ce point-là. C'est pas tous les jours qu'on assiste à ce genre de scène. Maintenant, les contes de Noël. Donc du coup, alors c'est une question de Denis qui vient un petit peu en complément de ce que je voulais savoir. Je voulais savoir, moi, personnellement, si vous aviez dû faire une sélection, mais les contes de Noël, sur la couverture, c'est marqué 1955-1969. Et donc Denis demande, est-ce qu'une suite est prévue, puisque ça s'arrête à 1969? Alors, il vient de sortir, mais on veut déjà la suite. Alors, Denis, il faut que tu saches que oui, c'était prévu. C'était prévu parce qu'en fait, il y a 2000 pages. Il y a 2000 pages de contes de Noël à peu près. On les a toutes étudiées, classées, répertoriées, etc. On s'est dit qu'en un seul bouquin, enfin, c'était pas possible, et puis il fallait faire une sélection parce que voilà, c'est un peu indigeste de faire l'intégralité. Et on s'est dit, allez, profitons, faisons un premier volume avec l'âge d'or. Arrêtons-nous en 69. On voit très bien que c'est la fin d'une époque, qu'on glisse vers les années 70. Les auteurs sont plus les mêmes. Yvan Delporte n'est plus le rédacteur en chef. Donc oui, on a fait une sélection pour ces contes de Noël-là. On a essayé de faire une sélection qui soit assez représentative de ce qu'était le journal pendant son âge d'or, que tous les personnages forts, emblématiques soient là, et que tous les auteurs aussi qui avaient marqué d'une façon ou d'une autre le journal soient là. C'est pour ça qu'il y a un auteur qui est moins connu, par exemple, je pense à Rissac,
qui avait un trait formidable, qui était dans la lignée des Rosy, des Barra, etc. Et voilà, il nous a semblé que c'était important de montrer cette ligne graphique-là, qu'elle soit représentée dans le journal, dans ces contes de Noël. Donc voilà, c'est un panorama de ce qu'était le journal à cette époque-là. C'est un livre qui a demandé un suivi éditorial absolument phénoménal pour plein de raisons. On a mis 2 ans à le faire. 2 ans à le faire. On va peut-être attendre d'avoir digéré ce travail-là avant d'entamer la suite, mais effectivement, dans l'absolu, il y a de quoi faire. Peut-être 3 volumes, 2 autres volumes, mais c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. C'est chronophage, mais c'est chouette. Moi, je suis folle de joie qu'il existe. Voilà, il y a tellement de belles images et le merveilleux de tous ces contes, il est tellement propre au journal de Spirou. Et puis, voilà, nous, ça fait quand même 10 ans, 15 ans qu'on est à fond dans l'histoire du journal. Donc, quand on voit les pages de Blondin et Cirage, quand on voit Bobo, quand on voit Sophie, quand on voit les contes de Rosie illustrés par Will, quand on voit même il y a du Fournier, il y a du Barra, le casting est extraordinaire. Ouais. Là, il y a à ta droite sur l'écran, il y a un diaporama avec les extraits que tu m'as envoyés. Voilà, ce qui permet à tout le monde d'en profiter et de voir un extrait du contenu de ce bel ouvrage. Ouais, et vraiment le casting, il est autant du côté des auteurs que du côté des personnages, il est prodigieux, il est à tomber par terre. Et je suis tombée par terre, mais là, il faut que je me remette. Faut que tu t'en remettes parce qu'il me semble que tu as un gros projet, enfin vous avez un gros projet avec Bertrand, c'est l'intégrale de Boule et Bill. Ah oui, tiens. Oui, tu me fais penser. Oui, on travaille sur, là, normalement, premier semestre 2021. On lance l'intégrale Boule et Bill. Après avoir fait le travail, l'écriture du livre L'Art de Roba chez Dargaud. Et on a eu envie de pousser plus loin. C'est un tremplin pour aller plus loin encore, pour inscrire l'œuvre de Roba au patrimoine. Le problème avec Boule et Bill, là ça y est, je suis partie, c'est que c'est une œuvre, c'est une série qui a été vendue à tellement d'exemplaires, qui a été un succès colossal, qu'on l'entrevoit plus que par ce prisme-là. Et à s'être penché pendant 18 mois sur le travail de Roba, que ce soit pour La Ribambelle, que ce soit pour Boule et Bill, et toutes ces illustrations annexes qu'il a pu faire, on voit à quel point Roba, c'était un très très grand dessinateur, et Boule et Bill, contre toute attente, pour moi c'est une œuvre d'auteur. Et le dernier album qu'il a fait, les 4 saisons, il est extraordinaire. Je l'ai redécouvert à l'occasion de l'écriture de L'Art de Roba, et je suis tombée à la renverse. C'est d'un réalisme, c'est d'une profondeur extraordinaire. Il faut relire les 4 saisons de Boule et Bill, de Roba, avec sous cet angle-là. Les personnages ne sont plus les mêmes, ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils ont même les éléments, il n'y a plus le soleil, il y a le vent, il y a la tempête, il y a le brouillard, c'est un album crépusculaire. Il est beau le mot. C'est un album crépusculaire qui est magnifique. Voilà. Et c'est vraiment, on est vraiment très content de travailler sur cette intégrale de Roba, parce que tout ce qu'on n'a pas pu raconter dans le livre, L'Art de Roba, parce qu'il y avait un format imposé nécessairement, eh bien, on va pouvoir le détailler plus en profondeur dans les intégrales, dans les dossiers. On a trouvé aussi depuis plein de documents, d'informations. Donc, ça va être... c'est passionnant. Puis, on se sent bien dans Roba. Moi, je m'y sens bien, en tout cas. D'accord.
Ouais. Et puis, on reprend. Moi, je travaille sur Boulet-Bill. Bertrand continue Tif étendu aussi. C'est chouette. D'accord. Ce Tif Oui. étendu, il est comme un poisson dans l'eau. Du coup, pour Boulet Bill, c'est toi qui travaille vraiment, qui fait le gros du travail. Et après, En vous. fait, il y en a toujours un qui travaille plus que l'autre sur un projet, hormis pour la véritable histoire de Spirou. Voilà, parce que c'est la véritable histoire de Spirou, c'est un projet colossal et je ne pense pas que ce soit possible qu'une seule personne, quelle qu'elle soit, le fasse. Voilà, ça serait forcément différent si c'était une personne. Tandis que les préfaces des intégrales, c'est autre chose. Là, on peut se permettre d'être un. Ça n'empêche pas qu'on échange sur le sujet, qu'on partage des informations, qu'on enrichisse notre réflexion en partageant des informations, des sentiments, etc. Mais ouais, c'est comme ça qu'on se répartit le travail. D'accord. Et bien, du coup, on passe à la partie suivante, c'est les questions diverses. Je vais pouvoir consulter tout ce que l'équipe m'a envoyé. Il y a des questions, hein, il y en a pas mal. Ah oui? Oui, oui, oui. Attends, j'ai chaud. J'ai chaud. Alors, bon, du coup, Emmanuel, on a répondu pour tout ce qui est les projets, monographies, interviews et autres. Donc, du coup, dans l'histoire de Spirou, existe-t-il aujourd'hui encore des trésors des inédits, des sujets jamais publiés ou bien oubliés, des grands auteurs de la Maison du Puy, ou bien est-ce qu'absolument tout a été édité ou publié? Non, tout n'a pas été publié. Et il existe un récit radiophonique qui a été diffusé à la RTB en 1964. Ça s'appelle La flûte de l'oubli. C'est sur un scénario ou une idée d'Yvan Delporte. Et on n'a aucune trace de ça. On est parti à sa recherche parce que ça aurait été formidable de le publier, de le faire illustrer, de le publier. Mais on n'a jamais réussi. On a trouvé 2 pages de scénario, 2 ou 3 pages de scénario dans les archives d'Yvan Delporte. Et on s'est tourné du côté de la RTB, mais impossible de trouver un enregistrement de cette diffusion-là. À l'époque, ils ne conservaient pas d'archives, ils réenregistraient sur leur bande magnétique. Donc voilà, si un jour un lecteur qui a enregistré ça en 1964 tombait sur cette archive-là, ça serait formidable. Ouais, on pourrait faire un l'appel est lancé. Ouais, La flûte de l'oubli, ça s'appelle. Une question de Denis. Comment Lambil vit-il le fait que ces tuniques bleues ont été confiées à d'autres auteurs par Dupuy? Bah, Dupuy a fait ce choix-là. Lui, ça ne l'empêche pas d'avancer. Il est très content, très fier d'avoir mis le mot fin à l'album qu'il avait commencé. Le dernier album scénarisé par Covin. Et là, il continue. Hein. Il est sur sa lancée. De toute façon, il nous l'a dit dans le livre. Il a dit, moi, c'est le jour où j'arrête les tuniques bleues, je meurs. Donc, là, pour le moment, il n'est pas dans ses projets de mourir ni d'arrêter les tuniques bleues et il travaille avec un nouveau scénariste. Comment? Donc, ouais, mais c'est le dernier scénariste. Il travaille avec un nouveau scénariste, oui. D'accord. Ah, il me semblait qu'il restait un scénario de Raoul Covin en avance, non? Mais ça y est, il l'a fait. Ah, c'est celui-là alors. Je croyais qu'il y en avait encore un. Ok. Et du coup, on peut avoir le nom du scénariste ou pas? Non. On aura essayé, hein? Non. On aurait essayé. Ouais, alors, une question d'Arnaud. Des projets ont-ils été abandonnés par refus de l'éditeur ou de l'auteur concerné? Bah non. C'est pas, hein? Si, il y a des projets qui ne se sont pas faits. Il y a des projets qui ne se sont pas faits pour plein de raisons. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne se sont pas faits qu'ils ne se feront pas un jour. Moi, je garde espoir. Hein. Voilà. Il faut. Ouais. Donc oui, il y a des projets qui ne se sont pas faits, qui sont retournés dans les tiroirs.
à un état plus ou moins avancé, mais voilà, c'est pas parce qu'on les remise dans un tiroir à un moment donné qu'on les a brûlés. On n'a pas encore fait d'autodafé de nos travaux. Petite question d'Emmanuel. Est-ce que ton regard progresse au fil des ouvrages? Et moi, je rajouterais, est-ce que tu ferais différemment ton premier ouvrage? Est-ce que tu l'écrirais différemment? Mais j'en rêve. J'en rêve. Moi, le jour où Dupuis me dit Christelle, c'est bon, allez-y, vous refaites le livre sur Yvan Delporte. Mais alors là, moi, je le refais et je peux mourir. Parce qu'aujourd'hui, je le trouve plein d'imperfections. Donc voilà, il est foutraque. Il est foutraque. Donc il y en a plein qui trouvent que ça correspond très bien à la personnalité d'Yvan qui allait un peu tous azimuts. Mais le problème, c'est que si notre livre est foutraque, c'est pas volontaire. C'est parce que voilà, on manquait d'expérience. C'est un projet colossal. Et aujourd'hui, on le ferait vraiment très différemment. Et surtout, on laisserait moins la parole aux témoins, aux personnes. C'est-à-dire que on assume davantage notre regard, notre propos, et on prendrait plus volontiers la parole. D'ailleurs, c'est un peu ça qui se passe au fil du temps. C'est-à-dire qu'au départ, nos livres étaient souvent... on laissait beaucoup de place aux entretiens, à la parole des autres. Et puis progressivement, et bien sans doute parce qu'on prend plus confiance en nous, parce qu'on a plus de choses à dire, que notre discours s'est davantage construit. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a du mal à lâcher la parole, sauf dans les recueils d'entretien. Mais là, pour le coup, c'est le principe. Donc, on joue le jeu, mais en même temps, ce sont des échanges. C'est pas véritablement, on ne s'efface pas derrière les questions. C'est pas technique. Donc voilà. Mais oui, bien sûr qu'il y a les livres. D'ailleurs, un livre, sitôt qu'il est paru, on lui trouve plein de défauts. Les auteurs de bande dessinée, je pense, sont pareils quand ils voient l'album. Mais oui. C'est le temps de digérer ce que j'en ai entendu parler. Il faut quelques temps pour accepter, ou alors pas du tout. Enfin, il y en a qui... Ouais, Bertrand me disait là, mais... Bertrand lui disait qu'il ne relit jamais nos livres. Moi, j'ai toujours un moment, quand je les reçois, je les relis pour avoir une idée, parce qu'il s'est toujours passé 5 ou 6 mois pendant lesquels je n'ai pas mis mon nez dedans. Et donc, je les relis toujours. Mais au bout d'un an, ça y est, la période sacrée est passée et je leur trouve plein de défauts. Alors, je crois qu'il y a une nouvelle question qui est en train d'arriver, mais en attendant, je vais t'en poser une. Qui a-t-il sur ton bureau? Qui a-t-il sur mon bureau? Celle-là, on me l'a soufflé. Tu veux savoir sur quoi on travaille concrètement? C'est ça? Je sais pas. Moi, on me demandait qui a-t-il sur ton bureau? Alors, je regarde. Il y a mes petits trésors à moi. C'est mon petit totem, un petit puzzle de Martine, une vieille machine à écrire, des photos de mes enfants, des petits souvenirs comme ça. Mais il y a surtout des piles. Je vois une pile avec 421. Les albums de 421, parce qu'on travaille sur la suite de l'intégrale 421 qui est attendue depuis tant d'années. Voilà, on écoute une petite info. Voilà, il y a toute une pile avec plein de documents sur Robin, mais ça, maintenant, tout le monde sait qu'on prépare l'intégrale Boulet Bill. Il y a un dossier épais sur un album de Spirou commenté, un album commenté. C'est celui sur les petits formats. Et comment vous faites pour vous organiser avec tous ces projets en cours? Enfin, est-ce que vous faites un petit peu celui-ci, après vous passez à l'autre? Est-ce que, enfin voilà, parce que là, de tout ce que tu m'as dit, il y a quand même pas mal de projets en cours. Il y a toujours, quand on fait un projet comme ça, il y a toujours un très très long travail de préparation qui est à la fois construire le projet dans sa tête, à la fois rechercher des informations, rechercher des documents, réfléchir à l'approche qu'on veut prendre.
Donc ça, c'est une réflexion qui se fait au fil du temps. Et une fois que cette réflexion-là, souvent, après, on a un calendrier, hein, on sait qu'à telle date, on doit rendre le texte. Là, je sais que pour l'intégrale Boulet Bill, le texte doit être rendu dans une semaine. Pour l'intégrale Tif et Tondu, c'est dans 2-3 semaines aussi. Donc, si une fois qu'on voit le délai approcher, on sait de combien de temps on a besoin pour écrire. Et donc, là, on passe à la phase active. Mais c'est assez magique parce que les projets se succèdent, en fait. Ils s'enchaînent les uns aux autres. On a posé les petits formats et ça y est, c'était l'heure de passer à Boulet Bill. Donc, une fois que Boulet Bill sera fini, il faudra enchaîner sur la véritable histoire de Spirou, sur laquelle on travaille quand même toujours un petit peu simultanément. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Alors, une question d'Emmanuel. Y a-t-il un fil Ouais, rouge entre... Oui, Emmanuel, il a beaucoup de questions, Emmanuel. Merci à Emmanuel. Y a-t-il un fil rouge entre tous les auteurs auxquels vous vous consacrez? Le fil rouge, ça pourrait être notre propre goût. Voilà, c'est notre panthéon. Voilà, on adore Yvan Delporte, on adore Loisel, on adore Robat, on adore Will, on adore Rosier, on adore tous les auteurs sur lesquels on a travaillé. On adore Dany, on adore le travail de Greg, on adore. C'est ça le fil rouge. Lambil, Philippe Franck. Voilà, Franck P aussi, on a travaillé sur les intégrales Broussailles, sur son Little Nemo. À chaque fois, ça, le point commun, c'est que c'est des livres qui sont dans notre bibliothèque de lecteurs. Et c'est des auteurs qu'on suit depuis toujours. Voilà, c'est ça le point commun. D'accord. Le fil rouge. Une petite question maintenant de Geoffrey. Est-ce que la préparation des entrevues prend autant de temps que l'entrevue elle-même? Bravo Geoffrey pour la faute, et moi j'ai lu. Comment gérer tout ça, d'autant plus s'il y a plusieurs projets en cours en même temps? Bah voilà, ça c'est tu viens de le dire. Mais alors attends, la question de la préparation. Voilà, est-ce que c'est aussi long à préparer l'entretien que l'entrevue elle-même? Je réfléchis. Ça demande un important travail de préparation. Là, par exemple, que ce soit pour Lambil, pour Philippe Franck, ou même pour les auteurs, tous les auteurs sur lesquels on travaille, qu'ils soient vivants ou pas, interview ou pas, on travaille toujours on établit une chronologie qui reprend leur carrière dans tous les détails, leur carrière, mais aussi les faits importants dans l'histoire de la bande dessinée ou du journal de Spirou qui peuvent entrer en résonance avec leur parcours. Alors, comme on a une base solide d'informations concrètes, qui est très organisée, c'est un travail qui prend du temps, mais qui se fait de façon assez facile. Je ne sais pas si c'est facile, mais en tout cas, les informations sont là et on n'a plus qu'à les rassembler et à leur donner une cohérence. C'est la colonne vertébrale de nos entretiens. Après, en fait, on est tout le temps dans le sujet du journal de Spirou. C'est un sujet qu'on commence à connaître par cœur. Là, pour moi, travailler sur Boulet Bill, c'est du petit lait. J'ai passé déjà 1 an et demi sur Robat. Donc là, toute la colonne est là. Il n'y a plus qu'à enrichir, à apporter des éléments nouveaux, à rencontrer de nouvelles personnes, à apporter une réflexion nouvelle. Mais non, c'est l'écriture qui prend du temps. C'est l'écriture qui prend du temps. Parfois, c'est 3 lignes en 10 minutes, quoi. C'est pas parce qu'en même temps qu'on écrit, on pose les idées dans notre tête. Et une fois qu'on a trouvé l'idée juste, on la formule. Et les entretiens, Philippe Franck, c'était du pain béni. Voilà, un discours tellement construit que voilà, c'était mon rêve de faire un livre qui commençait à la première page et qui se terminait à la dernière sans aucun chapitrage parce que la conversation était fluide, elle coulait, elle était construite, logique.
Donc ça a pris du temps, mais c'était facile. Sinon, chaque fois, ça demande un important travail de reconstruction, de remise en forme, on prend un petit bout ici, on le raccroche à celui-là, on réorganise toute la structure de la conversation parce que parfois ça part dans tous les sens. On passe du coq à l'âne. Voilà, c'est plein de coutures. Le lambil est plein de coutures, évidemment, puisque c'est la nature même de l'organisation des rencontres qui a voulu ça. Quand on reste 1 mois ou 2 mois sans le voir, on n'a plus nécessairement en tête le sujet abordé la fois précédente. Voilà. Alors, une question de... Non, tu ne devines pas? D'Emmanuel. Ah Voilà, une question très intéressante. Ouais. Quelle est Elles sont ta lecture de cœur, ta Madeleine de Proust parmi ses œuvres diverses? Question difficile, mais très intéressante. Difficile. On va procéder par l'entonnoir. Par l'entonnoir, je partirai du principe du journal de Spirou. Mais en même temps, il y en a plusieurs. Je sais qu'il y a un album d'Olivier Rameau que je trouve extraordinaire. Le travail de Greg sur Olivier Rameau était d'une intelligence extraordinaire, vraiment, vraiment magnifique. Et avec Dany, ils ont fait un tandem. Mais pour moi, le Grand Voyage en Absurdie, c'est un monument. Donc, il y a le Voyage en Absurdie d'Olivier Rameau, mais il y a cet album de crépusculaire de Roba qui m'émeut terriblement. Il y a des Spirou et Fantasio mais c'est lié à des souvenirs d'enfance terribles, la mauvaise tête pour moi, ou Cécotine, la corne de rhinocéros, ça me fait des choses très fortes, et des madeleines. Les Modestes et Pompons. voilà, c'est un peu tout ça, mais un seul, non. Ouais, non. Ah non, puis là, je vais citer que cela, mais il y en aurait d'autres. Tu vas nous faire une liste et on la diffusera après. La guérison des Dalton, c'est merveilleux ça aussi, la guérison des Dalton, un album formidable. Voilà. Question de Eve. Eve Ah, d'Eve, oui, Eve. Ouais, du groupe. Voilà. Comme on parle d'écriture, aimerais-tu un jour prendre du temps pour un autre genre d'écrit, un roman par exemple? Ah non, je sais pas faire. Non. Oui, je vois bien le genre de questions. Non, je sais pas inventer, j'ai pas d'imagination. Pour écrire un roman, il faut avoir un imaginaire. Et moi, j'ai pas d'imaginaire. J'ai pas de, ça sort pas. Enfin, je peux pas dire que j'en ai pas, mais non, c'est une disposition très très différente. Et non, ça jamais. Je m'y essayerai même pas. Non. J'en ai même pas besoin puisque tout ce que j'ai envie de dire, je le dis dans ces livres-là. D'accord. Voilà. Eh bien, merci pour Question difficile, hein, Eve, quand même. Eh ben oui, mais bon. On n'est pas là pour répondre oui ou non. Hein. Ouais, mais elle a raison de poser ce genre de questions. Merci, par Eve. Contre, j'aimerais bien aborder d'autres sujets plus autour de la création, faire des bouquins autour de la création, sur le métier d'auteur, vraiment, plus pousser la réflexion sur comment les femmes, par exemple, vivent la création. Hein, Eve, c'est un sujet que tu connais bien, ça. Voilà, plus développer ce genre de sujet. Voilà. Mais on n'est pas dans le roman. Une dernière question, du coup, avant de passer à la dernière partie. Il y a encore une partie. Une question de Denis. Des intégrales sur des séries plus confidentielles sont-elles envisageables? Je pense à L'élan de Frank P, Zoe première version, de Darras, Aristote et ses potes, de Jager. J'espère que je l'ai bien prononcé. Voilà.
Non, c'est pas envisageable. On adorerait, mais pas pour l'instant en tout cas. Mais tout est possible, tout est possible. Donc on adorerait, mais il faut être réaliste parfois. Il faut que les journées fassent 48 heures. Non, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème, ça serait vraiment l'aspect économique d'un livre. C'est vraiment une donnée importante, ça. Et puis on est dans le patrimoine. Quand on choisit de faire entrer une série dans le catalogue, dans la collection du patrimoine, là, c'est un vrai débat. C'est est-ce que cette série appartient au patrimoine ou pas? Voilà. Est-ce que si il devait rester qu'une collection de toute l'histoire des éditions Dupuis, ça serait forcément celle des intégrales? Et est-ce que tel personnage mériterait d'y être? Il y en a plein qui n'y sont pas et qui mériteraient, mais qui ne le sont pas pour d'autres raisons. Mais c'est quand même un sujet important. Une réflexion importante qu'on mène. D'accord. Voilà. Merci pour ta réponse. On passe à la dernière partie du coup. Alors, la Ribambule a proposé depuis quelques jours une sélection des meilleurs titres de la rédaction, enfin 2020 selon la rédaction. Voilà, il y a même le prix Ribambule qui est actuellement en cours avec 10 albums qui s'affrontent pour remporter le prix 2020. Et du coup, nous, on essaye de donner nos petits conseils pour les fêtes de fin d'année, pour le sapin. Est-ce que toi, tu as des idées cadeaux pour Noël, des petits conseils à donner? Alors, c'est là qu'il faut que je fasse comme si j'étais surprise par la question, alors que j'ai déjà tout préparé. Ah ben non, mais ça t'évite de sortir de la pièce pour aller chercher des titres? En fait, j'ai pris les livres qui sont sur ma table de nuit. Et j'ai toujours plusieurs livres simultanés. Voilà. J'ai reçu ça, on me l'a offert, et c'est un livre qui est très chouette, une collection. C'est les éditions des Moutons électriques, et c'est une collection qui est très chouette. Ce sont des petits artbooks sur des sujets très pointus, sur des auteurs pointus. Il y a sur Edmond Dulac, sur Rackham, sur Robinson. C'est vraiment très bien fait. Donc ça s'appelle Scientifique, c'est ça? Belles illustrations. Celui-ci s'appelle Merveilleuse Scientifique. D'accord. Hop. Voilà. Merveilleuse Scientifique, ce sont ces illustrateurs qui, à la fin du 19e, début 20e, illustraient des romans, les premiers romans d'anticipation, de science-fiction. Les plus connus sont les Jules Verne. Et donc, les illustrateurs mettaient en image les idées totalement folles de ces romanciers. Voilà, c'était des... il parle en quatrième de couverture, je trouve que l'expression est très bien, c'est des romans qui parlent d'un avenir fantasmé. Voilà, donc c'est plein c'est un imaginaire complètement dingue. Voilà, les illustrateurs faisaient des choses complètement folles. C'est extrêmement intéressant. Voilà, j'aime beaucoup ces livres d'images. Ça me nourrit un peu. Qu'est-ce que j'ai sur ma table de nuit? Georges et Louis Romancier, intégrale, volume 1, de Gossens. J'avais lu ça il y a quelques années, je n'avais pas accroché. Et puis là, on m'en a reparlé et on m'en a bien reparlé. Du coup, j'ai eu envie de plonger dedans et c'est extraordinaire, le travail de Gossens. Là, je l'avoue, je n'avais pas pris à sa juste mesure et c'est extraordinaire. C'est à la fois un humour visuel, un humour intellectuel. C'est débile et c'est intelligent. Je trouve que, voilà, je suis assez passionnée par le travail de Gossens. Et un petit troisième. Non, j'ai pas de petit troisième. Voilà, tout ça. Tu as changé d'avis. Ouais, oui, ça fait beaucoup. D'accord. Et puis, il y a tous ceux qui sont à ta droite, là. Hein. Ouais. Là, si, il y en a un autre. Il y en a un autre sur ma table de nuit.
Voilà, ça me fait mourir de rire. Les C'est fourmis. un humour très potache qui joue avec les mots, qui fait des espèces de. Les auteurs font des espèces de proverbes et ils jouent avec les mots. Euh, voilà, on joue beaucoup sur les sonorités, par exemple. Le vicheroi des légumes est un chou-chef. Voilà, c'est. Bon, il y en a, je peux pas les dire à l'écran là, c'est pas possible. Mais pop, 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 quand une start-up dépose le bilan, c'est une fermeture éclair. Voilà. Une bourde de contorsionniste s'appelle une bêtise de Cambrai. Voilà. Et puis les illustrations sont drôles. Voilà, ça me fait du bien. Et c'est édité chez Le Castor Astral. D'accord. L'édition du Castor Astral. C'est pas de la bande dessinée, mais voilà. D'ailleurs, il n'y a pas que de la bande dessinée. C'est un conseil qui plaira certainement. Oui. Lui, il s'appelle Les fourmis n'aiment pas le flamenco. Voilà. Mais il y en a plusieurs dans la collection. D'accord. Et du même auteur ou Les mêmes auteurs. L'auteur officiel, c'est Auguste Derrière. Voilà, c'est un concept. Il a une sœur qui s'appelle Prunelle de Mézieux. Auguste Derrière est un publicitaire du siècle dernier, avec un petit peu fantaisiste, voilà, et qui a conçu tous ces slogans là que je viens de vous lire. On ne dit pas un gros rhume, mais rhinocéros. Une chèvre diplomate n'est pas un bouc émissaire. Une hostie est une aberration. Voilà. Il joue sur les mots, sur l'écriture, les sonorités, c'est drôle. Trop la chouette. Voilà. Eh bien, notre live touche à sa fin. Donc, oui. Je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à Fabrice et Laetitia qui m'ont aidé à la technique, qui m'ont trouvé des solutions dans la journée et même après pour le problème de son, ainsi que les personnes qui nous regardent. Je n'ai pas accès aux commentaires, donc je ne pouvais pas voir que le son ne fonctionnait pas, mais l'équipe m'a tenu informé. Voilà. Et donc voilà, on a réussi à faire cette interview. Donc parler. Voilà. Donc nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, normalement vendredi soir, avec Florent Maudou pour un nouveau live. Voilà. Donc j'espère que vous serez présents. Et puis n'hésitez pas à aller, si vous n'avez pas encore découvert le travail de Christelle, d'aller le découvrir en librairie. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.